Alors, au milieu de ces flux, je suis assez fier que notre orateur français ait respecté lui aussi le timing. Et on va pouvoir d'abord lui poser une question et éventuellement débattre entre nous. Une question. Vous avez déjà posé une question, cher orateur. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Il y en a une là-bas. Je vois un. Voilà, j'aimerais remercier Georges-Henri qui me réconcilie avec la psychanalyse. Il est vrai que cette attitude responsable de ne pas commencer un travail psychanalytique s'il n'y a pas un soutien neurobiologique qui stabilise le patient, limite les prises de drogue et surtout protège de l'action anxiogène du travail psychanalytique, évitant ainsi des rechutes ou d'autres choses, est totalement indispensable. Mais déjà, Léon Wurmser aux États-Unis pratiquait la psychanalyse chez des patients en traitement de méthadone. Jean-Pierre Jacques à Bruxelles aussi, qui était le premier initiateur du programme LAMA méthadone, ensuite a fait la psychanalyse. Ça me paraît totalement responsable. Et je crois que là, on cumule deux traitements qui sont totalement conjoints. Et ce que j'ai fortement dénoncé, c'était le monopole exclusif de patrons psychanalytiques déniant tout traitement autre que la psychanalyse, empêchant l'implantation dans certaines villes françaises du programme méthadone, retardant pendant plusieurs années l'introduction de ces traitements au prix d'un certain nombre d'overdoses que j'ai dénoncées. Mais je crois que lorsqu'on peut, chez les patients qui sont stabilisés sous solution, trier en quelque sorte les bonnes indications d'un traitement analytique, ça me paraît totalement excellent, parmi d'autres soutiens psychodynamiques ou psychosociaux ou autres formes de thérapie. Merci Jean-Jacques. Je pense que il y a eu un moment, à l'époque que nous avons connu, mais que tu as particulièrement connu, il y a un moment où la psychanalyse a commis une erreur grave, c'est qu'elle est rentrée dans des institutions et elle a côtoyé, voire flirté avec les organismes du pouvoir, avec les conséquences que tu viens de souligner. Je pense que telle n'est pas sa place. Je pense que justement, elle n'a pas à intervenir comme elle l'a fait pour défendre son précaré. Et donc je crois effectivement qu'aujourd'hui, il est bon qu'elle revienne sur son terrain, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon exposé, c'est-à-dire qu'à la limite, moi j'accueille avec un plaisir fou les acquis de la neurobiologie actuelle, mais effectivement, je pense que le développement du travail psychanalytique se fait dans un autre champ. Mais je ne vois pas en quoi, justement, il peut y avoir concurrence, hostilité ou défense du précaré. Ça n'a aucun sens à mes yeux. Le débat est lancé. Je suis ravi, mais il y avait une question, une vraie question, là, juste à côté, de la part de madame que je connais et dont j'ai oublié le nom. Donc, vas-y et donne ton nom, s'il te plaît. Alors, Catherine Broussel, je ne sais pas si c'est une vraie question, mais vous avez balayé comme si c'était évident qu'il n'y avait plus aucun intérêt, ou qu'il n'y aurait plus aucun intérêt à considérer les addictions, enfin une pratique addictive, comme un symptôme, ce qui m'a surpris de la part d'un psychanalyste, et je voulais savoir que vous développiez. Mais je vous remercie, madame, parce que si vous me donnez une magnifique occasion de dénoncer l'idée qu'un comportement addictif puisse systématiquement être considéré comme un symptôme. Puisque ce qui fait le symptôme, c'est que justement, pour tel ou tel, il est comme ci ou comme ça, et qui peut même changer. Donc je n'exclus pas, a priori, qu'une personne qui utilise de la drogue puisse avoir de ce fait un comportement symptomatique. Mais je pense absolument rédhibitoire le fait de poser systématiquement et a priori qu'on a affaire à un symptôme. Puisque nous ne le saurons, pour ce qui concerne le symptôme, nous ne le saurons que c'est un symptôme que par après, que dans un après-coup.
Ce que nous montre la psychanalyse souvent, c'est que des personnes viennent nous voir avec un symptôme X et qu'au cours de l'analyse apparaît un symptôme Y, Y étant différent de X, et que c'était Y qui comptait. Et tout à fait imprévu, tout à fait non observable cliniquement, ce symptôme Y. Donc, je ne l'exclus pas, je vous réponds clairement, je ne l'exclus pas. Ce que j'ai exclu, c'est la systématicité de cette attribution. N'oubliez pas de vous présenter quand vous parlez. Merci Catherine de Versailles. Étienne Himmelfarb de Béziers. C'est plus une sorte de commentaire que j'aurais aimé faire sur les interventions des 3 orateurs. Le premier nous a parlé de spiritualité et j'aurais aimé lui demander si au cours de ses consultations, il avait déjà vu... Non, je vais présenter les choses autrement. Je n'ai jamais vu personnellement de patients en pharmacodépendance, opiacés ou à autre chose venir me voir en me disant « Docteur, je prends des produits pour rencontrer Dieu ». Merci pour la question. Donc, je dirige un service de psychiatrie communautaire dont l'approche va de la rue jusqu'au rétablissement. On s'occupe de plusieurs centaines, 500 polytoxicomanes injecteurs qui ont des comorbidités psychiatriques. Donc la question de la spiritualité, je vous remercie de la question parce que je n'ai pas pu l'aborder dans mon exposé, ne se pose pas d'emblée, ne se pose pas dans la rencontre. Elle va se poser quand on est dans la phase de l'intégration et quand on va commencer à réfléchir à la reconnexion avec la communauté. Et il y a des instruments il y a des questionnaires extrêmement simples qui existent dans la littérature. On peut évoquer le HOPE questionnaire ou le FICA questionnaire. Le HOPE questionnaire, c'est quelles sont vos sources d'espérance? Est-ce que vous faites partie d'une religion organisée? Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on en parle? Avec ces 4 questions, vous voyez apparaître ce champ de préoccupation chez le patient. Il faut aller le chercher. Mais 98% des patients sont contents qu'on leur pose cette question. On a fait une petite enquête là-dessus. Et après, bien sûr, ça me permet de répondre aussi à une question qu'on me pose souvent. Ce n'est pas nous qui allons nous occuper de spiritualité dans le traitement. L'approche communautaire, c'est de voir, dans le fond, quelles sont les ressources du patient dans son réseau pour aborder ces questions. Alors, si c'est un catho qui a eu des ennuis avec l'Église, on essaye de voir ce qu'on peut faire, le remettre dans le circuit, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas rétablir un lien, ne serait-ce que pour poser la question. Si c'est un musulman, la même chose avec l'imam, et ainsi de suite. Donc, la recherche a montré que c'est des questions qui doivent être investiguées. Elles font partie du rétablissement, elles font partie de l'approche biopsychosociale et il y a une temporalité pour les aborder. Merci beaucoup. C'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait le sens que je voulais. Je pensais à l'usage des psychoactifs dans le temps que vous avez cité au début de votre intervention. Vous parliez de l'usage du vin, l'usage des champignons. Il y a beaucoup je pense que des usages de substances psychoactives, on en a toujours eu depuis la nuit des temps. Je pense que il est probable que les gens qui ont fait les peintures à Lascaux, probablement qu'il est possible qu'ils aient pris des trucs. Enfin bref. Et ce que j'ai le sentiment, c'est que comment dire, l'ambiance dans laquelle les choses se sont faites à l'époque et l'ambiance dans laquelle on fait les choses maintenant est absolument pas la même. Et l'idée, c'était que il me semble qu'il y a une différence. Ça ne fait pas référence à la même chose. Alors, je comprends mieux la question. Excusez-moi, j'étais un petit peu à côté. Donc, dans les diapos que j'ai montré l'inscription profondément culturelle, historiquement, de l'usage des substances dans la ritualité, la religiosité, le contact avec les dieux. En modernité, on est dans le junk aujourd'hui, mais si on va chercher ces questions, on obtient des réponses d'usage spirituel privé. Je vous donne un exemple. On a beaucoup de gens qui ont fait des voyages et qui sont allés chercher des expériences d'état de conscience modifié. Alors, c'est souvent en Asie, c'est souvent à travers des bouts de spiritualité exotique, mais ça peut aussi être dans nos pays. Je vous donne un autre exemple. À Lausanne, il y a une scène ouverte, et dans la scène ouverte, il y a quelques patients qui font du chamanisme. C'est-à-dire, ils échangent des pilules avec les copains, et puis ils font des voyages sidéraux ensemble, mais dans la rue.
Donc il y a la résurgence, si vous voulez, on pourrait dire de l'inconscient, pour faire plaisir aux prédécesseurs. Oui, parce que dans le fond, il y a un besoin psychique qui s'exprime de manière sauvage, de manière atrophique. Et il y a quand même un début de retour de la quête sur la question de l'esprit, du sens, du lien, du mystère, tout petit bout de ça qu'on va essayer d'aller repêcher quand on investigue dans le rétablissement. Je n'en dirai. Merci beaucoup. Je vais poser une question au psychanalyste. Présentez-vous, s'il vous plaît. Sophie Lavigne de Béziers, médecin. Par rapport au désir, si vous avez des patients qui sont en psychanalyse et qui sont sous TSO, qu'en est-il? Mais rien, madame. Il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire que l'analyse suit son cours normalement. Et au fond, je vais vous dire, c'est tant mieux comme ça. Mais quand je vous dis rien, pardonnez-moi, c'est une réponse à la va-vite de ma part. Bien entendu que tout dépendra de ce qui pourra entrer à un moment donné dans l'analyse. Et comme je répondais à madame tout à l'heure, il pourra arriver que cette question entre dans l'analyse et soit elle-même l'objet d'une analyse. Mais cette question comme tout autre. Et donc, vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait une catégorie particulière d'analysants qui serait la catégorie des analysants qui suivent un traitement de substitution aux opiacés. Merci. Est-ce qu'on peut reprendre la parole à la tribune? Professeur Farot, vous cherchez à poser une question depuis déjà le début de cette... Je voulais réagir aux trois interventions, mais séparément. Et poser donc des questions sur l'intervention de Jacques Besson. Bon, j'ai été intéressé par les trois interventions et celle-ci en particulier. Bon, quand on a un peu travaillé avec les gens qui passent par la voie des 12 étapes, on ne peut qu'être frappé par le higher power dont ils attendent tout et le high de la... Voilà, donc voilà. Et ma question, en fait, je vous pose ma question directement et puis je l'explicite. Vous avez dit, l'addiction, c'est une impasse de la sublimation. Alors, je crois que probablement ici, on sera tous d'accord sur le fait que l'addiction, en tant que vraiment de pathologie sévère, etc., c'est une impasse de beaucoup de choses, et de la sublimation en particulier. La question que je vous poserai, c'est celle-ci. Est-ce que, malgré tout, quand vous analysez à la fois, disons, la tendance à la spiritualité et puis celle à consommer des drogues, est-ce qu'il s'agit de parallélisme ou est-ce qu'il s'agit de dévoiement? Vous voyez, je pose la question parce que, je suis un très mauvais freudien, mais Freud nous donne un modèle, donc je m'excuse auprès des psychanalystes, mais il nous donne un modèle de la sublimation qui est celui-ci. Donc, la pulsion sexuelle se transforme en croyance religieuse. Bon, voilà. Si on applique ça aux drogues, on dira la pulsion au high, à la récompense très forte, très intense, se transforme en consommation, se transforme en croyance religieuse. Bon, lorsqu'on essaye d'arrêter. Alors, ce qu'on peut penser aussi, c'est que finalement, on a quelque chose de basique, qui est cette pulsion, effectivement, à la récompense, à la hauteur, à la beauté, etc., peu importe, qui prend différentes formes. Parce que, juste une petite chose, c'est-à-dire que avant d'en arriver à la phase finale, à la déréliction, pendant longtemps, les gens qui consomment, ils consomment parce que ça les élève. Voilà. Donc, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que c'est vraiment un parallélisme ou un dévoiement de votre idée? Merci pour cette magnifique question. Quand je discute avec Michel Reynaud, quand je vais à Paris, on se dispute. Il dit l'addiction est une impasse du sexuel. Et moi, je lui dis l'addiction est une impasse du spirituel. Puis après, on rigole, on va boire une bière, et puis on rend compte que c'est les deux faces de la même monnaie, et que finalement, la question, c'est quand même la question de l'esprit. C'est-à-dire, finalement, moi je suis winnicottien. Dans ma formation, j'ai une formation psychanalytique suisse, et on est très fanat de Winnicott. Et je me suis beaucoup intéressé à la question de l'espace transitionnel et de l'aspect de l'accès à la culture, en fait. Et je crois qu'il y a, dans l'espace transitionnel,
des capacités d'exprimer la pulsion dans la culture qui peuvent s'exprimer dans la science, dans la foi, dans l'art, et que c'est bien là que l'addiction produit son impasse, son shortcut, parce que c'est un high, mais un high intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne permet pas d'élever l'âme. Là, je vais être jungien une seconde, parce que quand même, je suis un petit Suisse. Et dans le fond, l'âme cherche sa totalité, l'âme cherche à retrouver son rôle dans l'univers, l'âme cherche sa singularité. Et je profite de rebondir sur les neurosciences, dont le point de butée, c'est bien la subjectivité, finalement, pour faire court. Les neurosciences sont des sciences objectales. Et leur point de butée, c'est le sujet. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'on essaye de faire à Lausanne, l'école lausannoise, c'est de montrer que grâce à la science de la plasticité cérébrale, de l'immaturité de l'être humain dans son environnement, dans le fond, l'individuation proposée par Jung, c'est la sublimation proposée par Freud, et que finalement, chaque sujet humain doit trouver sa singularité dans sa culture, ce qui serait dans le fond le but de l'existence. Alors voilà comment je peux répondre à M. Faro sur la question du high. Le highest level of conscience, ce serait dans le fond d'avoir trouvé sa place dans l'univers et d'avoir donné du sens à sa vie, dans sa culture et dans sa communauté. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je poser ma question, mon autre question, mais d'une certaine façon, ça nous ramène au même problème, c'est-à-dire à la question de l'élévation de l'âme. La question que je voulais poser à François Crespo, en fait, moi, quand j'ai vu le titre de l'exposé, Psychologie positive, je m'attendais à quelque chose de vraiment la science dure, hein, c'est-à-dire non pas une psychologie positiviste. Et j'ai compris, dès que vous avez commencé à intervenir, qu'il s'agissait d'une psychologie positive versus vision négative des choses. Et alors, là aussi, ça nous ramène aux 12 étapes, où il y a beaucoup de morale, hein, dans les 12 étapes. Il y a le pardon, il y a le partage, il y a la reconnaissance de ses fautes, etc. etc. Et ça marche pour ceux, l'élite, parce que souvent ils se présentent comme ça, hein, c'est une élite qui arrive à l'abstinence par ce moyen-là, mais pour eux ça a marché. Et ils y croient. Bon, en plus, quand on va à une réunion des 12 étapes, c'est difficile de ne pas marcher avec, hein, etc. Bon, ça marche parce que ce n'est pas une leçon morale extérieure. Les gens, comme ils disent, ils disent, bon, moi, c'est en aidant les autres que je vais m'aider moi-même. Il y a cette logique-là qui fait que ça marche. À la différence des leçons de morale, bon, parce qu'on sait par ailleurs, je pense que les cliniciens savent que les leçons de morale ne marchent pas. Alors ma question que je vous pose, c'est comment vous faites pour éviter l'écueil justement de la leçon de morale et permettre, disons, dans votre psychologie positive, de donner ce que vous décrivez. D'ailleurs, ça donne cette impression aux gens que, en vous suivant, ça va marcher, sans aussi tomber dans la logique du gourou, parce que c'est aussi là-dessus que ça fonctionne. Oui. Alors, effectivement, la notion de morale, je crois qu'il faut être humble, et je ne crois pas que les gens j'espère qu'ils n'aient pas le sentiment de tomber dans un catéchisme laïque. Cela dit, le livre un peu fondateur des études de de Peterson, c'est le petit traité des grandes vertus de Comte Sponville, qui est sorti en 1995 et qui est un ouvrage de référence. On sent que c'est assez intéressant de voir que c'est d'abord une œuvre française pour une fois, qui a influencé une étude américaine. Alors après, effectivement, non, je crois qu'on est vraiment dans du terre-à-terre, puis les gens viennent avec une telle souffrance que je crois qu'on n'est pas dans ce luxe de pouvoir même commencer à montrer un quelconque chemin. Je crois qu'on est vraiment dans des étapes de réparation, d'accompagnement. Alors effectivement, je crois que pour avoir vu des patients qui effectivement étaient suivis dans le cadre des 12 étapes, il y a la force du groupe, il y a cette puissance du groupe qui n'existe pas en consultation, qui a l'avantage d'être vraiment dans l'instant avec la personne, en toute simplicité. Je crois que c'est surtout l'effort que j'essaie d'avoir, c'est la simplicité avec les gens. Que vous déscriviez, effectivement.
Puis bon, voilà, après j'arrêterai. C'est pas une question, mais je voulais simplement, sur la dernière intervention, celle de Georges-Henri Melnotte, dire simplement mon accord finalement, parce que je suis dans une discipline et sur une planète très très éloignée de la psychanalyse, mais mon accord sur un point qui me paraît vraiment essentiel, c'est finalement l'attention au sujet, finalement. Comment le sujet, il a eu des tas d'histoires, et puis bon, on sait maintenant qu'il a des gènes qui agissent sur son cerveau, on sait qu'il a des dérèglements, etc. Et si j'ai bien compris, c'est que dans votre travail de psychanalyse, c'est à ça que vous restez fondamentalement attentif, quoi qu'il en soit du reste, et sans le mettre en cause. Je dirais que je suis plutôt attentif à ce que les gens me disent. Si je suis à la chasse d'un sujet qui serait le sujet du désir ou le sujet de l'inconscient, ça me rend sourd. Parce que, à force de chercher ce sujet, je ne vais plus entendre tout ce qui est dit, et je risque même peut-être de le trouver pour de bon, ce sujet, le saisir et croire que enfin j'ai découvert la pierre philosophale. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce que vous appelez l'attention sur le sujet, c'est plutôt l'attention sur cette parole qui évolue dans un désordre chaotique, à la limite de la syntaxe, voire par moments hors syntaxe. Cette sorte de salade, cette incohérence des mots par moments, et que j'écoute, non pas parce que je fais mon job, mais parce que j'en mesure l'enjeu. Voilà. Donc au fond, je pourrais dire que la question de ce sujet, pour moi, c'est plutôt ça qui sous-tend mon attention à ce que la personne dit, plutôt que d'être une sorte d'entomologiste qui va essayer d'attraper le papillon. Entomologie, papillon, une petite incise. D'abord, Georges-Henri, vous faites référence à une histoire de sandalette de Freud. J'aimerais que vous expliciez ça, parce que vous considérez que tout le monde a lu Freud, et puis c'est pas le cas peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sandalette ? Je ne vous cache pas que c'est un petit exemple que Freud donne de la psychopathologie de la vie quotidienne. Et puis comme il a le souci justement de ne pas divulguer les cas, enfin pas toujours respectés, il se prend lui-même comme exemple. Et il montre, et c'est ça qui est intéressant, il montre que justement les a priori, je veux dire, quand on fait une science, il faut poser un certain nombre de choses qui sont indémontrables au départ. On pose que, par exemple, tout phénomène mental et biologique, ça c'est ce qui fonde la science neurobiologique, et ça ne se discute pas, ça se démontre. Donc c'est tout à fait différent, et c'est pas près d'être terminé la démonstration. Parce que pour poser l'existence d'une théorie de l'esprit, il faut justement que cette théorie ne soit pas infirmée par les faits, ce qui fait qu'elle se joue tout le temps avec la neurobiologie, cette théorie de l'esprit. Et c'est cette angoisse du savant, moi, qui m'intéresse, je ne vous cache pas. Parce qu'il joue un sacré morceau, qui n'est pas seulement sa carrière. Dans la psychanalyse, il n'y a pas la même axiomatique. L'axiomatique freudienne, puisqu'on parle de Freud dans ce cas-là, c'est ce qui revient à dire tout concourt à ce qu'on pense que ce geste maladroit était un pur accident. Et moi, je pose dans une axiomatique qu'il y avait une intentionnalité inconsciente. Donc, c'est à prendre ou à laisser, mais bienvenue à celui qui laisse ça.
Et à partir de ce moment-là, il y a toute une pratique qui se met en place, et qui est une pratique de l'interprétation. Mais c'est une pratique de l'interprétation qui va s'avérer au fur et à mesure que l'affaire va évoluer, très complexe. Alors, ce qui surprend Freud, ce n'est pas tellement sa maladresse, c'est son extraordinaire adresse. Et effectivement, j'ai essayé de m'entraîner moi-même avec une petite pantoufle pour essayer de renverser sur une table une petite statuette. Je peux vous dire qu'il faut être vraiment très fort. Et bien voilà, c'est ça ce qui fait la surprise et l'émerveillement de Freud devant ce qui se passe, c'est que ce n'était pas un homme particulièrement adroit. Et semble-t-il pas beaucoup de ses pieds. Je ne crois pas qu'il était joueur de football. Et donc, il s'étonne de l'extraordinaire adresse qui a pu lui permettre d'atteindre cette cible d'une façon qui lui était absolument inhabituelle. Et c'est ça ce qui ouvre, sur la base de cette axiomatique, la sienne, possible, l'accès à l'interprétation de ce geste. C'est qu'est-ce qui était en jeu dans l'extraordinaire et inhabituelle adresse qui a fait que j'ai adressé une pantoufle à un objet qui est tombé. Oui, il y a des réactions dans la salle. Il met le ferme. Je m'excuse, je parle beaucoup, mais vos interventions me font bouillonner la cervelle. C'est leur fonction. Comment ? Oui, c'est leur fonction. Ce que vous dites, monsieur Menlot, je prononce bien votre nom, Menlot. Comment ? Menlot. Mail, comme un... Menlot. Comme vous voulez. Les noms, c'est fait pour être un peu chiffonné. Oui, mais voilà. Me rappelle beaucoup ce que disent les physiciens au sujet du monde, comme il est. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est non local et pas séparable. Donc ça, c'est des choses qui sont... C'est des idées qui traînent depuis un certain nombre de décennies. Et ce que vous dites là, ça rappelle beaucoup ce... Il y a une intentionnalité, mais c'est pas clair, quoi. Il y a quelque chose qui est là, qui se manifeste, mais on ne sait pas, ça dure très peu de temps, ça peut durer des centièmes de secondes ou encore moins. Et puis, ça s'en va. Et puis, parfois, ça revient. C'est très... Et ça rappelle beaucoup cette espèce de monde où, en fait, il n'y a rien de fait au départ, il n'y a rien de décidé au départ. Tout se fait dans une espèce de flux, et j'emploie à dessein le mot de flux, parce que ce que disait le monsieur au sujet de la psychologie positive, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de circulation continue dans laquelle on se trouve et avec laquelle on est plus ou moins en phase, semble-t-il. Hein, je résume beaucoup, je simplifie à outrance. Voilà, je voulais dire aussi quelque chose sur la psychologie positive. Mais vous avez des idées normales, si je peux m'exprimer ainsi. Je veux dire, encore heureux qu'on ne participe pas au négativisme ambiant, quoi. J'en dirai pas plus parce que il faut revenir dans ce qui est... Oui, l'INSEE vient de sortir l'étude ce matin sur l'état d'esprit des Français. Et donc, c'est concernant le bonheur, et les Français se sentent heureux à 70%. Et ceux qui rentrent le plus dans cette catégorie, c'est ceux qui ont augmenté leur revenu. Alors, comme quoi il doit y en avoir beaucoup. Donc, il y a bien un lien quand même avec un minimum de revenus. Mais c'est sorti ce matin, c'est suite au rapport Stiglitz qui était sorti en 2009. Donc, ils ont fait une étude d'1 an sur les questions fondamentales sur le bonheur intérieur brut. C'est la notion que Stiglitz a essayé de mettre en place, le prix Nobel d'économie. Oui, on touche à notre conclusion. Juste dire que 80% des Suisses prient tous les jours et que, dans le fond, j'aimerais juste rebondir sur la question du mystère et de la physique. Jung a quand même inventé l'idée de l'inconscient collectif et, dans le fond, il y a quelque chose qui reviendra toujours, qui est de l'ordre du souffle, du mystère et de ce qu'il a appelé la synchronicité. C'est des choses qu'on va retrouver prochainement, sans doute. Un mot de conclusion, Georges-Henri ? Oui, à propos de la spiritualité, je crois que Freud avait une conception différente de celle de Jung, parce que pour Freud, la spiritualité se situait un peu plus bas, en dessous de la ceinture. Mais je suis pour le reste d'accord sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que je ne vois pas très bien comment on peut dissocier spiritualité et sexualité. Mais bon,
Ça, au fond, c'est ce que nous apprennent des personnes qui, par exemple, ont fait l'expérience des drogues et qui nous disent de manière souvent absolument surprenante, enfin je crois, à quel point la dimension érotique dans cette expérience est majeure. Bien, si on veut respecter le timing, on a fini. Mais comme vous pouvez le constater, la psyché et les drogues, c'est une vaste entreprise. Donc je vous donne rendez-vous chez vous et j'espère au prochain THS pour continuer cette discussion. À très vite. Bonne fin de compte.